Alors, on va tenter maintenant de résumer un petit peu l'histoire. Je dirais peut-être qu'il y a deux histoires. Si, on va demander à Sarah Géraudot peut-être, parce qu'il y a deux histoires. Premièrement, il y a une comédie. C'est la question piège, c'est la chose impossible à faire de résumer la vie des rois. C'est un petit peu compliqué, c'est vrai, mais on va diviser ça en deux. Donc déjà, toute la partie comédie, et puis ensuite, on demandera à la comédie sentimentale, on demandera à Émilie Cazenave de raconter peut-être la partie farce. Voilà, on va voir ça. Alors, comédie sentimentale, vous pouvez la résumer? C'est vrai que la vie des rois, on a l'impression qu'il y a plusieurs pièces en une pièce, en fait. Effectivement, le côté sentimental est très compliqué, mais en même temps, c'est ce qui est tout à fait relatif à l'humain. Il y a Orsino, qui est un comte, qui est éperdument amoureux de la comtesse Olivia, la comtesse Olivia, qui vit sur la même île que lui. C'est une île qui s'appelle l'île Éric, qui est donc une île imaginaire. Et ils ont tous les deux leurs deux domaines, en fait, deux parties de l'île différentes. Bref, le comte... Oh là là, quand je parle, ça va plus. Le comte est éperdument amoureux de Viola. Et Viola... Non, c'est pas possible. Non, Viola est amoureuse du comte. Le comte est éperdument amoureux de Olivia. Tu le rejoues dans 3 heures. Excusez-moi, je suis fatiguée. Et... Viola rentre au service d'Orsino. Viola, non, parce qu'il y a un naufrage, mais c'est... Oui, mais avant, oui, elle est au courant. Vous suivez pour l'instant, c'est clair pour l'instant. On recommence. Il y a une île imaginaire qui s'appelle l'île Iri. Il y a le comte Orsino et la comtesse Viola qui vivent sur cette île. Le comte Orsino est très amoureux de Olivia. Pardon. Il y a un naufrage, une nuit, pleine nuit, un gros naufrage où il y a un bateau qui coule. Et là, il y a deux jumeaux, donc Sébastien et Viola, qui atterrissent sur cette île, qui sont des naufragés de ce bateau. Bref. Et qui atterrissent séparément. Ils atterrissent, voilà, séparément de chaque côté. L'un croit que l'autre est mort, chacun de son côté. Bref, Viola va se rendre compte qu'il y a le comte Orsino sur l'île, dont elle est d'un coup éperdument amoureuse parce qu'elle se rappelle que son père lui en a parlé. Est-ce que tout le monde suit? Oui, tout le monde suit. Donc, va rentrer au service du comte Orsino. Donc, va devoir se déguiser en garçon pour pouvoir rentrer à son service, pour pouvoir être auprès de lui, en fait. Et, sous l'apparence de Césario. Sous l'apparence de Césario. Donc, il va se déguiser en homme. Et le comte Orsino va demander à Viola d'aller auprès d'Olivia pour lui... Pour faire la cour. Il envoie Césario, qui en fait est Viola, faire la cour à Olivia, dont il est éperdument amoureux. Voilà. Quand on le regarde, Sauf que Olivia va tomber amoureuse de Césario, qui en fait est Viola. Voilà. Est-ce que c'est clair? Bravo. Non. Oui, c'est-à-dire que Viola se fait passer pour Césario et entre au service d'Orsino, le comte. Mais en fait, je pense que le mieux, c'est de venir voir la pièce, parce que on peut vous parler un peu du ton, tout ça, mais l'histoire, elle est compliquée, elle est un peu... C'est compliqué quand on en parle comme ça, mais elle est très simple quand on regarde la pièce. Oui, il y a une intrigue amoureuse. Parce que, alors, on va compliquer encore les choses, puisqu'on va dire qu'il y a une deuxième intrigue, je dirais, mais ça c'est une sorte de farce. Non, on peut... Oui, on peut pas les dire. Moi, je suis très mauvaise là aujourd'hui. Je suis désolée, je suis honteuse. Parle. Non, mais on va raconter la farce. Et alors, voilà. Et ensuite, il y a aussi la farce. Donc, peut-être, est-ce que Émilie Cazenave, vous pouvez dire ce qui se passe là? Oui, alors effectivement, en parallèle de ça, je vais commencer par parler de mon personnage et après je parlerai de ceux avec qui m'accompagnent dans l'histoire. Donc moi, j'interprète le rôle de Maria, qui est la suivante de la comtesse Olivia. Et dans la maison de la comtesse Olivia, elle accueille pour une durée X son cousin Toby, sœur Toby, qui lui-même est avec un ami à lui, sœur Andrew, qui est interprété par Jean-Paul Borne. Et sœur Toby est interprétée par Espignon. Et Maria, qui est un petit peu en charge de la maison, a aussi avec elle un intendant, voilà, qui s'appelle Malvolio, qui est au service aussi d'Olivia. Et Maria fait essaie de faire un petit peu régner l'ordre dans cette maison, parce que
Sœur Toby et Sœur Andrew, qui sont de grandes noceurs, voilà, ils rentrent à n'importe quelle heure, complètement éméchés, et elle leur court un petit peu après. Et Malvolio, qui est un personnage très aigre, très froid, enfin, voilà, solennel, puritain, on le traite de puritain dans la pièce. Va intervenir un soir où Sœur Andrew et Sœur Toby se retrouvent comme ça à 2h du matin pour picoler et puis pour faire du bruit, pour chanter. Va interrompre un petit peu cette fête, et à partir de là, Maria, qui n'aime pas trop en fait ce Malvolio parce qu'il est très cinglant et puis avec elle il se montre très, très revêche, va décider de se venger. Et pour ce faire, elle va monter un espèce de complot contre lui, complot qui s'appuie sur une lettre qu'elle va écrire et dans laquelle elle va faire croire à Malvolio que sa patronne l'aime et qu'il doit s'habiller de façon originale, il doit sourire alors que c'est quelqu'un qui sourit jamais. Et donc, voilà, une farce. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il trouve la lettre, donc effectivement, avec la complicité de Sœur Toby et Sœur Andrew, on l'épie en train de lire la lettre, Malvolio va complètement changer et va faire une cour impossible à Olivia. En gros, il y a une sorte de... je vais essayer de résumer l'ensemble des deux histoires un peu rapidement. Il y a une intrigue amoureuse à 3 personnages. Une jeune femme déguisée en garçon aime un duc qui lui-même est amoureux d'une comtesse. Elle porte les messages de l'un à l'autre. La comtesse tombe immédiatement amoureuse de cette jeune fille déguisée en garçon pensant que c'est un homme. Et donc il s'ensuit une série de quiproquos infinis parce que la situation devient quasiment inexploitable. Et chez Olivia, en parallèle de ça, il y a effectivement un vieil oncle alcoolique qui a fait venir une sorte de type dont il pique l'argent en permanence, qui est Hagelchick, avec qui ils font la foire, plus ou moins aidé par Maria, et ils vont faire tourner en bourrique l'intendant de la maison, qui est Malvolio, qui est un personnage très noir, très revêche, absolument insupportable, très cul-pincé, et ils vont le rendre à moitié fou, ils vont même le pousser jusqu'à... il va même devenir tellement dingue qu'il va faire de la prison, ils vont le ridiculiser, lui faire perdre de son pouvoir, de sa superbe, et l'annihiler auprès d'Olivia, dont il est pourtant l'intendant principal. Et puis, faisant le lien entre ces deux histoires et parcourant la pièce comme ça, il y a un personnage qui est vraiment une création, qui est une des plus belles créations de Shakespeare dans son théâtre en général, qui est le personnage du fou, que joue Harriet, et qui est un personnage qui s'appelle le fou, mais évidemment... il faut se sortir de la tête toute image d'un monsieur en collant répéto avec des grelots qui agiterait une marotte en courant des uns aux autres, qui est un personnage qui a à la fois un regard absolu sur l'ensemble des situations, dont on a l'impression qu'il comprend d'ailleurs à peu près toutes les situations, qu'il a même percé le secret de Viola à certains moments, et qui se promène de l'une à l'autre histoire en la regardant, en la commentant et parfois en y participant, ce qui donne d'ailleurs aussi son sel à la pièce. Je ne sais pas si j'ai à peu près fait la synthèse. Et puis il y a une 4e histoire, parce que ça ne suffit pas, il y a l'histoire aussi du jumeau, Très important. De Viola, qui s'appelle Sébastien, qu'on croyait mort au début de la pièce et qui débarque sauvé par le personnage d'Antonio, avec une histoire, une réelle histoire d'amour de la part d'Antonio affichée chez Shakespeare. C'est François qui vous en parlera mieux. Et puis évidemment, au fur et à mesure, les personnages qui, comme finalement dans un Phaédo, des personnages qui ne devraient pas se croiser se croisent, et on confond, parce qu'ils sont habillés de la même façon, on confond les deux jumeaux. Et s'ensuit, encore une fois, c'est une nouvelle série de quiproquos entre Sébastien et Viola. Oui, moi je trouve que mais que l'allusion à Phaédo est juste dans la mesure où, mais c'est comme dans toutes les grandes comédies, le mensonge initial, c'est-à-dire le mensonge de Viola, crée dans la suite de la pièce les quiproquos et donc la situation et donc la folie qui monte dans la pièce et l'espèce d'écheveau inextricable dans laquelle se retrouvent les personnages au 5e acte. C'est une pièce, on prétend être quelqu'un qu'on n'est pas, c'est vraiment une pièce aussi sur le mensonge.
Et sur le travestissement, Oui. personne n'est. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il dit, le fou? Rien n'est de ce qui Alors, de ce qui paraît. En fait. Je trouve que tout est résumé dans le titre. Le titre en anglais s'appelle Twelfth Night, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec la nuit des rois, ça veut dire la 12e nuit, et ça fait allusion en gros à la nuit de l'Épiphanie, c'est-à-dire à la dernière des fêtes célébrées au moment de Noël. Et le deuxième titre de la pièce, c'est What You Will, ce que vous voulez. C'est-à-dire que tout est ouvert dans cette pièce-là, et c'est ça qui est merveilleux, et c'est là où Shakespeare est absolument immense, c'est que on peut vous essayer très, très pathétiquement tous là, de vous résumer cette pièce irrésumable et de vous raconter cette pièce irracontable, et en même temps on se rend compte qu'on n'y arrive pas, et en même temps c'est ça, et c'est beaucoup plus que ça, et c'est tout le génie de cette pièce-là. ça parle de beaucoup de choses, ça parle de la liberté, de la gémilité, ça parle de ce rapport féminin-masculin, L'amour, ça parle de l'amour, etc. du bonheur, du plaisir, du désir aussi, parce que comme toujours chez Shakespeare, ces personnages sont mus par un désir qui dit son nom d'ailleurs, hein, qui est pas du tout caché, qui n'est pas du tout voilé et qui n'est pas du tout tu. C'est une pièce qui est très anticléricale. Enfin, à l'époque, c'était assez subversif de faire une pièce comme ça, où on se moque des prêtres, où on se moque de Malvolio, qui est un personnage très puritain, très dur, très rigoureux comme ça, qui est le garant de l'autorité dans la maison, et on se moque de lui, on vraiment le tourne en ridicule. Si je peux me permettre, juste une petite précision, c'était une pièce qui se moquait des anglicans, puisque on pense, même si on n'a pas de certitude absolue, on a de certitude sur rien de toute façon autour de Shakespeare, quand on parle de Shakespeare, mais on pense que Shakespeare était d'un milieu et était catholique. Or, les catholiques étaient pourchassés à ce moment-là très violemment, et les anglicans tenaient effectivement un discours très puritain, très austère, très rigoureux, que Shakespeare combattait. Comme en plus c'était eux qui fermaient les théâtres, Shakespeare avait toutes les raisons de vouloir leur régler leur compte, ce qu'il faisait d'ailleurs à peu près dans toutes ses pièces, et avec paradoxalement beaucoup de liberté. C'est-à-dire que cette idée de l'interdit n'était pas exactement ce qu'on imagine aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, c'était interdit, oui, les puritains, ce qu'on appelait les puritains ou les anglicans, pouvaient faire fermer les théâtres, mais ça n'empêchait jamais les auteurs de dire ce qu'ils pensaient et de leur régler leur compte. C'est une époque qui est à la fois une époque difficile, une époque tenue et une époque de grande liberté dans le ton, en tout cas. Alors 13 comédiens sur scène, c'est vraiment un travail de troupe. Dans un théâtre privé, c'est à souligner. Alors vous évoquiez tout à l'heure effectivement un de ces personnages importants parce qu'on le retrouve de pièce en pièce. Même s'il y a beaucoup de comédiens, donc 13 comédiens, je dirais chacun a un moment et a le rôle presque principal. Hein. Il y a des sortes même presque de one-man show à des moments et on va le voir. Alors sinon Ariel Mallet, est-ce que vous pouvez nous parler de votre personnage? Tout à l'heure justement on disait que c'était le bouffon. Est-ce que vous décrire ce personnage qui en fait est fou, mais en même temps on se dit qu'il a énormément de sagesse? Oui, bon, c'est un fou qui est pas si fou que ça, qui est très spirituel. Et comme l'a très bien dit Nicolas, c'est un personnage qui représente l'esprit de Shakespeare. C'est le personnage qui a un peu le point de vue de l'auteur au sein même de la pièce. C'est le seul personnage qui peut s'adresser pendant qu'il joue au public et qui a beaucoup de liberté. Et c'est le seul personnage qui peut dire à qui il veut, quand il veut, ce qu'il pense. Pardon ? Oui, et qui croise tout le monde et qui a une grande liberté. Et c'est ce qui a beaucoup de valeur. Les petits camarades protestent parce que à tour de rôle, ils ont tous un moment qui s'adresse au public. Oui, mais pas de la même manière. Pas pareil. Pas de la même manière, parce que vous, en plus, vous chantez. Alors, vous auriez dû apporter votre instrument musique. Oui, ça n'a pas été possible. Non. Vous êtes capable de faire a cappella? On peut faire les deux premières strophes avec Sarah qui chante très bien. C'est une chanson, c'est la chanson du fou. La première chanson qu'on chante, c'est très simple. C'est une chanson d'amour qui s'adresse à. C'est une chanson d'amour d'un amour éperdu qui s'adresse à sa maîtresse. Oh ma maîtresse, où t'en fus-tu si loin? Où vas-tu errer? Reviens. Il faut profiter du temps présent. Et ça fait Oh mistress mine. Where are you roaming? Oh, stay and hear your true love is coming. That
can sing both high and low. Trip no further, pretty sweeting. Journeys end in lovers meeting. Every wise man's son doth know. Allez, tout le monde. Voilà. C'est un petit extrait de la chanson qu'on a voulu garder en anglais, effectivement.